que Dumès, qui était moins disante en solution de base, avait présenté une variante 30% moins chère. Donc il fallait décider ce qu'on faisait avec cette variante. La RATP, qui était notre ingénieur, avait rejeté la variante avec des arguments techniques. Et l'organisme du métro devait entériner ou refuser la proposition, la recommandation de notre ingénieur conseil. Et ceci devait être signé par notre responsable génie civil, un certain monsieur Morad, je vais taire son nom par charité, qui m'a dit qu'il ne souhaitait pas accepter ni refuser la recommandation. Alors, je dis, pourquoi? Il m'a expliqué que s'il acceptait la recommandation, il pouvait s'exposer à des sanctions en Iran, donc il ne pouvait pas le faire. Et s'il refusait la recommandation, il se ferait mal voir par les entreprises françaises, ce qu'il ne souhaitait pas faire. Alors pour s'en sortir, je lui ai dit, dis que tu n'as pas d'avis sur la question. Il m'a dit, non, non, je ne peux pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai demandé à être expert auprès des tribunaux. Et pour ma réputation, ce n'est pas bien de dire que je n'ai pas d'avis sur la question. Vous ne savez pas quoi faire avec ça. J'ai dit nous étions deux dans le directoire du métro. J'ai dit à mon collègue du directoire, M. Khodobadé, on va porter ce problème à l'Assemblée du métro. À l'Assemblée, à l'époque, il n'était que deux, parce que Bennia était sous traitement aux États-Unis. Il y avait Shahrestani et Boutorobi. Dans la voiture qui nous emmenait à la mairie de Téhéran, Boutorobi n'arrêtait pas, Khodobadé n'arrêtait pas de me répéter « Jamais Boutorobi va accepter cette situation bancale. On sera obligé de relancer l'appel d'offres, c'est pas possible que ça passe. » À sa grande surprise, quand j'ai expliqué la situation à Boutorobi, il a dit « Je suis tout prêt à signer, nous signons tous une résolution pour que le projet avance. » À ce moment-là, c'est Khodobadé qui a dit « Je ne signe pas. » Shahrestani a dit dans ce cas, je propose de nommer un expert et on va suivre l'avis de l'expert. J'ai dit à Shahrestani, si vous faites ça, je démissionne. Il m'a emmené dans un coin de son bureau, il m'a dit, c'est dans ton intérêt d'accepter ça, parce que tu seras complètement protégé par l'avis de l'expert. Le lendemain, Khosrow Parkdoman était dans le bureau. Il est resté 4 heures, et au bout de 4 heures, il est parti parfaitement convaincu qu'on pouvait signer le contrat sur le marché de base. Moi, je n'ai pas accepté. On était en décembre 1978. On ne savait pas ce qui se tramait en Iran. Mais il y avait déjà des troubles assez importants. J'ai acheté des billets aller-retour pour Paris, pour toute la famille. J'ai rédigé ma lettre de démission, je l'ai donnée à Khodobadé. J'ai dit, tu attends que je sois dans l'avion avant de le donner à Shahrestani. Et c'est ainsi que j'ai quitté le métro de Téhéran. J'ai dû revenir fin décembre pour dire au revoir à Shahrestani qui entre-temps avait accepté ma démission. Bon, il s'est plaint bien sûr. J'ai eu un peu de mal pour repartir de Téhéran parce que début janvier, il y avait la grève des contrôleurs aériens en Iran. Et il n'y avait pas d'avion commercial pour rentrer. J'avais la chance, mon beau-frère de l'époque, le mari de ma sœur, était dans l'armée, était pilote dans l'armée. Et il m'a pris une place sur un avion cargo qui allait aux États-Unis via Madrid. Donc je voyageais avec cet avion. C'était une histoire assez compliquée, mais enfin ça s'est passé. Arrivé à Madrid, à la salle de transit, il y avait un vol Air France qui partait à Paris. Et quand j'ai voulu acheter un billet et partir, Air France m'a dit non, on ne peut pas vendre de billets ici. Vous devez sortir, acheter un billet et revenir. J'ai dit mais je vais rater l'avion. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le type m'a dit, écoutez, je vous donne une carte d'embarquement, vous paierez à Paris. Donc ils m'ont donné une carte d'embarquement. Je suis arrivé à Orly. Personne d'Air France m'attendait, surprise. Donc je suis allé à l'agence d'Air France. J'ai dit que je viens de voyager de Madrid à Paris sans billet et je souhaite payer pour mon billet. Ils m'ont pris pour un fou. Ils ont dû appeler Madrid pour se rendre compte que c'était vrai. Alors ils m'ont fait payer quelque chose avant de me laisser partir. S'il n'y a pas de questions sur cette histoire, je commence avec l'histoire numéro 3. C'était le numéro 3. Ça, c'était le numéro 2. J'ai ouvert une parenthèse sur mon doctorat. Marqué 3. Ouais.
Je voulais juste savoir ce Sozman et Barnum, mais c'était quoi au juste? Une sorte d'organisme de planification? C'était en fait, le gouvernement avait créé un organisme pour la gestion de l'ensemble des projets publics. Donc c'est des projets de construction publique en Iran. Uniquement la construction. Non, il y avait un peu de tout. Il y avait une partie. Et il fixait les projets, les prix, il fixait tout. Absolument tout. Donc c'était une vraie planification en fait. C'était une vraie planification. C'était eux qui étaient chargés de faire les plans quinquennaux pour le gouvernement. C'est ça, les plans étaient quinquennaux. Oui, c'était un organisme très puissant, très important en fait. Et les suivaient. Donc la construction avait commencé. Le métro, en fait, quand je suis arrivé au métro, il y avait un premier contrat de construction qui avait été signé. Avec la RATP. Voilà, si RATP faisait des études. Non, le contrat de construction était signé avec une entreprise iranienne qui s'appelait Polsang et Sanandaj. Ça appartenait à M. Zomorodi, je ne sais pas si vous l'avez connu ou pas. Il est décédé. Oui, il est décédé. Oui. Et ils avaient 3 stations, 4-5 km de métro de ligne dans l'endroit qu'on appelait à l'époque Shahistan et Pahlavi, tout au nord. Donc les travaux avaient démarré en fait. RATP et Sofretu ne faisaient que des études et surveillaient les travaux. Ils n'étaient pas engagés dans les travaux. Et après, c'est les Chinois qui ont... Après, en fait, le génie civil a été fait par les Iraniens eux-mêmes. C'est des équipements qui ont été fournis par les Chinois. Qu'est-ce que vous pensez du métro de Téhéran aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez pris? Je l'ai pris en fait il y a 2 ans, j'étais surpris, c'est très propre, enfin, c'est très chargé. Et j'étais très surpris par la courtoisie des gens. Pas plus chargé que le métro de Paris. C'est très chargé. Moi je pris le métro à la station qui est à côté du bazar, à 1 heure de pointe. Et quand j'ai pu monter dans le métro, j'étais pratiquement en l'air, sous pression par les uns et les autres. Je me suis approché de l'autre paroi, parce que devant l'autre paroi, il y a des banquettes. Et un jeune homme s'est immédiatement levé pour me proposer sa place. Je lui ai dit, mais je suis très bien, je peux rester debout. Il m'a dit, je descends à la prochaine station. Je lui ai dit, dans ce cas, j'accepte. Alors moi, je devais faire 15 stations, il était toujours là, quand je suis descendu du métro. Quand même... Techniquement parlant, ça marche très bien. Ça fait un peu de bruit, c'est pas aussi bien que les métros les plus modernes. Mais les Chinois, ils savent faire des métros. Il n'y a pas de problème. Ils marchent bien, ils n'ont pas d'accident, ils n'ont pas trop de retard. Il n'y a pas d'incident technique. Est-ce que l'Iran maintenant fabrique lui-même des moteurs ou... Non, non, c'est tout bien. C'est toujours les Chinois. Ils prennent quelle part La partie équipement, vous voulez dire? Je ne connais pas la réponse exacte, je ne connais pas. Ils font non seulement le matériel roulant, ils font également la signalisation. L'Iran fait une partie de l'électrification. Ça, ils savent le faire avec l'aide des Chinois. Mais tout ce qui est signalisation, c'est fait par les Chinois. En fait, ce sont des joint ventures, c'est-à-dire les Iraniens participent quand même. Pas avec les Chinois, pas à ma connaissance. Non. Pas avec les Chinois qui ont fait tout. Qui ont fait les équipements. Les Iraniens ont fait le génie civil. D'accord. Mais non sans mal en fait, hein, parce que nous, à l'époque où j'étais au métro, on avait commandé les tunneliers pour les parties tunnels du métro. Ils ne se sont pas entendus avec le fabricant de tunneliers qui était américain. Ils ont résilié ce marché. Après, ils avaient beaucoup de mal à avoir les pièces de rechange. Ça a été très difficile. Ensuite, ils avaient beaucoup de mal. Ils avaient besoin d'assistance technique du fabricant pour conduire les tunneliers dans les virages et autres. Et là, il y a eu quelques problèmes. Ils ont raté quelques virages avec le tunnelier. Il a fallu revenir en arrière, repartir. Mais ils ont réussi quand même à le faire. Ils ont appris. Pardon? Ils ont certainement beaucoup plus appris comme ça qu'avec une assistance. Comment on a fait éviter les égouts de Téhéran? Parce que... En fait, oui, c'est une bonne question. En fait, il n'y avait pas que des égouts. Il n'y avait pas que des égouts. Il y avait, par exemple, le métro passait dans l'avenue Roosevelt. Oui. Et à l'époque, dans l'avenue Roosevelt, il y avait un tuyau de gaz très important, de près de 1 mètre de diamètre, qui traversait l'avenue Roosevelt de nord au sud. En fait, avant de lancer les appels d'offres, on avait commencé ce qu'on appelle les déviations des réseaux. À Téhéran, il n'y avait pas beaucoup d'égouts, en fait. Non, L'égouts ne posait pas de problème. Mais on avait des problèmes avec l'électricité, on avait des problèmes avec le gaz
avec le réseau de télécom. Donc on avait commencé, bien avant, à dévier ces réseaux. Par exemple, le tuyau de gaz avenue Roosevelt avait été dévié dans une avenue parallèle pour pouvoir faire le tunnel sans problème. Les bâtiments qui semblaient poser des problèmes, par exemple à l'angle tout en bas de Roosevelt, l'avenue Chareza, avant la station-service en haut de l'avenue Saadi, il y avait un bâtiment de 8 étages qui nous paraissait instable. Donc le métro l'a acheté, on l'a démoli en fait, avant le passage du Et tunnelier. les puits d'évacuation des avec, maisons sales. oui, avec le tunnelier, on n'avait pas de problème en Non, on fait. n'avait pas de Le problème. tunnelier passait à travers, oui. Il n'y avait pas beaucoup d'eau en fait dans les sous-sols de Téhéran, parce que Téhéran, surtout la partie nord, est sur plusieurs centaines de mètres d'alluvion, et l'eau descend assez bas.